Alain Soral, bonjour. Vous allez aujourd'hui nous parler de votre nouvelle casquette, celle d'éditeur et directeur de collection pour Contre-Culture. Celle-ci vient de sortir son premier livre, L'antisémitisme, son histoire et ses causes, ouvrage de Bernard Lazare, qui a été publié pour la première fois en 1894. Pourquoi ce livre en particulier? Alors pourquoi ce livre en particulier? Déjà parce que je l'ai lu dans les années 80 et que j'avais trouvé que c'était un excellent livre et que c'était un livre introuvable, hein. Et j'ai toujours eu l'idée de le rééditer parce que j'estime que sur la question très complexe et dangereuse de ce qu'on appelle l'antisémitisme, en fait, qui est plutôt la question du judaïsme et de l'anti-judaïsme, autant donner la parole à un membre de la communauté intelligent et honnête, qui correspond d'ailleurs aux intellectuels juifs universalistes de la fin du 19e siècle. Et surtout, ce qui a emporté le morceau, c'est que vous savez que comment dirais-je, les droits d'auteur fonctionnent 70 ans après la mort de l'auteur, ce qui veut dire que ce livre était libre de droit, c'est-à-dire que rien, ça ne nous coûtait rien de le rééditer et que personne ne pouvait nous en empêcher. Voilà. Donc voilà deux raisons pour lesquelles nous rééditons ce livre. C'est un excellent livre, il était indisponible et il était libre de droit. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'auteur Bernard Lazare, dreyfusard et militationniste de la première heure? Je crois que vous venez de dire déjà des choses qui nous éclairent sur le personnage. C'est typiquement un intellectuel français, on va dire d'origine juive, plutôt que d'ailleurs que de confession juive, d'origine juive, qui appartient à ces intellectuels juifs, on va dire, assimilés et universalistes, et qui, en tant que individu cultivé d'origine juive, se pose la question de l'antisémitisme et de l'antijudaïsme, mais ne se la pose pas du point de vue judéo-centré, mais du point de vue universaliste, en recourant aux outils que sont l'histoire, la logique, la sociologie, la morale, etc. Ce qui fait que le livre est très profond, très intéressant. Donc nous sommes face à ce qu'on appelle le travail d'un intellectuel et d'un honnête homme, hein, ce qui est devenu de plus en plus rare aujourd'hui. Donc un intellectuel et un honnête homme qui réfléchit sur la question juive en étant lui-même d'origine juive. Voilà, donc ça rend le livre très intéressant. Après dire qu'il a été Dreyfusard de la première heure, c'est vrai qu'il a été un des défenseurs dès la première heure de Dreyfus, mais comme Charles Péguy, parce qu'il il y sentait une injustice et une manipulation de son point de vue qu'un capitaine français soit accusé d'espionnage à cause de ses origines. Voilà, donc c'était son point de vue, c'était celui de beaucoup d'intellectuels à l'époque, hein, Zola, surtout Péguy. On sait aujourd'hui que la question est beaucoup plus complexe et qu'il y a eu des instrumentalisations dans tous les sens. J'ai écrit là-dessus d'ailleurs pas mal de petites précisions dans mon dernier livre Comprendre l'Empire. Après, sur son sionisme, il a été très tôt sioniste, sur la même ligne que Herzl, parce qu'il pensait sans doute qu'une des solutions à la question de l'antisémitisme et de l'antijudaïsme multiséculaire était finalement soit l'assimilation, c'est-à-dire que le juif français devienne français à part entière, hein, soit le nationalisme juif, c'est-à-dire que le juif soit aussi un pays, une nation, et plus simplement un peuple au sein des nations, une nation dans la nation. Mais il faut savoir que quand le sionisme, après l'éviction de Herzl, est devenu, parce que Herzl s'est fait évincer dès le deuxième congrès sioniste au profit des religieux rabbiniques russes, dès qu'il a vu qu'en fait c'était un projet néo-biblique, il s'en est éloigné. Car c'est-à-dire que dès que il a fallu que Israël soit absolument dans le lieu en Palestine, c'est-à-dire dans la terre promise par Dieu, il a vu que ce n'était plus un projet laïque et nationaliste, mais un projet religieux et on va dire néo-biblique, et il s'en est éloigné parce qu'il en a pressenti toutes les dérives que nous voyons et que nous constatons actuellement. Donc nous sommes là aussi face à ce qu'on appelle un honnête homme et un intellectuel qui, effectivement, étant d'origine juive, se pose les questions que lui pose son origine communautaire, mais il répond à chaque fois de la façon la plus honnête possible, en fonction des critères, je dirais, de l'universalisme et de l'humanisme qui sont effectivement les valeurs partagées par les Européens, les Occidentaux. Donc nous sommes toujours dans le positionnement, la réflexion d'un honnête homme et pas dans un acte militant, un acte tribal, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Voilà. Durant la seconde moitié du XXe siècle, ce livre a été surtout réédité par des maisons d'édition assez marginales, classées la plupart du temps à l'extrême droite. Y a-t-il dans votre démarche l'idée de faire sortir ce livre du ghetto? Bah déjà, c'est à moi de poser cette question. Comment se fait-il qu'un ouvrage écrit par un intellectuel juif
très reconnu dans sa communauté, puisqu'il y a des cercles Bernard Lazare, notamment un à Paris, et qu'il est considéré comme un grand intellectuel juif de la fin du 19e siècle. Hein. Il est mort très jeune, hein, je crois qu'il est mort à 36-37 ans, donc c'est un type très brillant, voilà, une grande figure. Comment cet intellectuel juif qui a écrit un livre tellement important qui s'appelle L'antisémitisme, son histoire et ses causes, et qui se pose la question de la récurrence et de la permanence de l'anti-judaïsme, puisque l'antisémitisme est un mot mal choisi volontairement d'ailleurs, qui d'ailleurs a fait florès à l'époque où il a sorti son livre, et qui est une réponse d'ailleurs au mensonge de ce mot partiellement. Comment se fait-il effectivement que les Juifs aient toujours rencontré des problèmes partout où ils ont été depuis la nuit des temps, quels que soient les autres peuples auxquels ils sont confrontés, que ce soit les Romains, les Égyptiens, que ce soit des laïcs, des religieux, etc., etc. Donc c'est un livre très très important, très très profond. Donc comment se fait-il que ce livre ne soit jamais édité par les maisons d'édition normales, sachant notamment le poids que pèse la communauté du livre dans le monde de l'édition? C'est cette question qu'il faut poser. Il est absolument anormal que finalement qu'il n'y ait que des éditeurs marginaux pour rééditer ce livre, qui devrait être normalement chez Grasset ou chez Gallimard, trôner en bonne place dans les grandes maisons d'édition. Or, visiblement, il y a une grande gêne à publier ce livre, et effectivement, il n'y a que les éditeurs marginaux qui ont osé. Alors quand vous dites les éditeurs d'extrême droite, je vous reprends, parce que ça aussi c'est de la propagande du système, c'est qu'il était édité aux éditions de la Vieille Taupe. Les éditions de la Vieille Taupe ne sont pas une maison d'édition d'extrême droite, mais une maison d'édition d'ultra-gauche, pour ceux qui connaissent bien l'histoire, notamment de l'histoire des combattants révisionnistes. Hein. Voilà, donc c'est un livre qui a été réédité dans les années 70, 80 par une maison d'édition d'ultra-gauche. Voilà. La couverture fera à coup sûr autant polémique que la réédition du livre en elle-même. Il n'y figure que des personnages qui nous sont contemporains, est-ce pour souligner l'actualité des propos de Lazare datant pourtant de la fin du XIXe siècle. Voilà, cette couverture a été critiquée par les gens qui ne comprennent rien, c'est toujours pareil, il y a toujours les gens qui vous donnent des leçons sont en général toujours ceux qui n'ont rien compris au problème. La couverture avait pour but de montrer que finalement le questionnement et les propos de Bernard Lazare étaient totalement actuels et que rien n'a changé, malgré la Deuxième Guerre mondiale, malgré l'idéologie de la Shoah. Il y a toujours cette question récurrente qu'on appelle la question juive, qui est en fait permanente, même si elle est étouffée par tous les moyens. On le voit aujourd'hui d'ailleurs, elle ressort partout, non seulement chez Dieudonné, mais à Sud Radio. Il suffit de prendre un taxi, de discuter dans un bistrot, on voit que cette question est partout. Et effectivement, l'antisémitisme, son histoire et ses causes, qui est une question, la couverture y répond partiellement. C'est qu'il y a en France, on l'a remarqué, l'omniprésence et l'omnipotence d'intellectuels qui se prétendent juifs et qui souvent d'ailleurs se réclament de la pensée juive, on va dire talmudo-sioniste, et qui effectivement, étant en porte-à-faux en permanence avec les droits de l'homme, avec l'universalisme, tenant souvent un double langage et pratiquant un étrange abus de pouvoir et abus d'autorité, sont à mon avis la première cause de la remontée de l'antisémitisme, qui est en réalité l'antijudaïsme. Voilà. Donc cette couverture avait pour but déjà d'intéresser le lecteur, c'est que ça parle d'une question actuelle, et le bouquin de Lazare est totalement actuel quand on le lit, et effectivement, quelqu'un qui se pose la question de la remontée de l'anti-judaïsme aujourd'hui, appelé antisémitisme, pense immédiatement, s'il est honnête, notamment au rôle inexplicable, et en tout cas inexpliqué pour l'instant, d'un Bernard-Henri Lévy, qui a plus de pouvoir qu'un ministre, alors qu'il a été dénoncé des dizaines de fois comme faussaire, crétin, manipulateur, etc. Et effectivement, nous avons hérité un livre qui est d'une actualité brûlante, et la couverture elle-même précise bien en quoi et pourquoi ce livre est une actualité brûlante. Voilà. Et effectivement, il y a dessus Bernard-Henri Lévy, il y a dessus Monsieur Kouchner, il y a dessus Monsieur Adler, il y a dessus Monsieur Attali, il y a dessus Monsieur Strauss-Kahn. Voilà, voilà, ça montre à quel point effectivement cette question du judaïsme et de l'antijudaïsme est présente aujourd'hui au sens le plus littéral et immédiat du terme. Pour finir, quels sont vos projets en tant qu'éditeur ? Alors, mes projets et nos projets en tant qu'éditeur, puisque nous sommes un collectif, hein, c'est effectivement de rééditer des livres introuvables, pas édités, qui sont souvent libres de droit, parce qu'il y a aussi le problème du droit. Donc j'ai quelques idées, mais je ne vais pas les dévoiler parce qu'on pourrait me les piquer. Et puis aussi d'éditer des nouveautés purement et simplement. Et par exemple, là, nous sommes en ce moment sur un projet qui est déjà bien avancé, de coédition avec Dieudonné d'une bande dessinée. Voilà.
bande dessinée, scénarisée par moi, dialoguée par Dieudonné et dont les dessins seraient faits par un certain Zéon, pour ceux qui nous suivent, qui a fait notamment l'affiche de mon livre. Comprendre l'Empire, la fiche de promotion. Voilà. Donc, vous voyez que c'est assez éclectique. Contre-Culture est aussi un site internet de vente par correspondance de livres que nous conseillons, c'est-à-dire que nous vendons aussi les livres d'autres maisons d'édition, du moment que nous pouvons aider à leur circulation. C'est-à-dire que c'est aussi un site de conseil de lecture, vous voyez, et de découverte de livres auxquels que les gens ignoreraient si nous ne les mettions pas en avant. C'est une maison aussi de réédition de livres libres de droit ou de réédition de livres un peu à l'abandon. Et c'est aussi une maison d'édition, de création. Et je vous dis, nous avons ce projet de bande dessinée avec Dieudonné. Il y a aussi le projet de rééditer certains livres de moi qui ne sont pas trouvables, comme La vie d'un vaurien, qui est mon premier roman qui n'est plus édité. Et aussi le deuxième bouquin que j'ai édité dans ma vie, qui était un livre de cours sur la sociologie du vêtement, ce qui est assez intéressant, qui s'appelle La création de mode, qui est à moi et qui n'a jamais été réédité depuis 1987. Donc nous allons l'éditer aussi. Voilà, donc c'est l'idée, c'est bien dans le titre, Contre-Culture, c'est de mettre à la disposition des gens qui s'intéressent et qui veulent comprendre au-delà de la propagande officielle, du matériel de résistance contre-culturelle, de résistance, d'épanouissement et d'éveil contre-culturel. Voilà. Merci Alain Soral d'avoir participé à ce premier entretien de Contre-Culture. Merci à vous et bonne lecture, grâce à Contre-Culture. Voilà, trôner en bonne place dans les grandes maisons d'édition. Or, visiblement, il y a une grande gêne à publier ce livre, et effectivement, il n'y a que les éditeurs marginaux qui ont osé. Alors quand vous dites les éditeurs d'extrême droite, je vous reprends, parce que ça aussi c'est de la propagande du système, c'est qu'il était édité aux éditions de la Vieille Taupe. Les éditions de la Vieille Taupe ne sont pas une maison d'édition d'extrême droite, mais une maison d'édition d'ultra-gauche, pour ceux qui connaissent bien l'histoire, notamment de l'histoire des combattants révisionnistes. Hein. Voilà, donc c'est un livre qui a été réédité dans les années 70, 80 par une maison d'édition d'ultra-gauche. Voilà. La couverture fera à coup sûr autant polémique que la réédition du livre en elle-même. Il n'y figure que des personnages qui nous sont contemporains, est-ce pour souligner l'actualité des propos de Lazare, datant pourtant de la fin du XIXe siècle. Voilà, cette couverture a été critiquée par les gens qui ne comprennent rien, c'est toujours pareil, il y a toujours les gens qui vous donnent des leçons sont en général toujours ceux qui n'ont rien compris au problème. La couverture avait pour but de montrer que finalement le questionnement et les propos de Bernard Lazare étaient totalement actuels et que rien n'a changé, malgré la Deuxième Guerre mondiale, malgré l'idéologie de la Shoah. Il y a toujours cette question récurrente qu'on appelle la question juive, qui est en fait permanente, même si elle est étouffée par tous les moyens. On le voit aujourd'hui d'ailleurs, elle ressort partout, non seulement chez Dieudonné, mais à Sud Radio. Il suffit de prendre un taxi, de discuter dans un bistrot, on voit que cette question est partout. Et effectivement, l'antisémitisme sur l'histoire et ses causes, qui est une question, la couverture y répond partiellement. C'est qu'il y a en France, on l'a remarqué, l'omniprésence et l'omnipotence d'intellectuels qui se prétendent juifs et qui souvent d'ailleurs se réclament de la pensée juive, on va dire talmudo-sioniste, et qui effectivement, étant en porte-à-faux en permanence avec les droits de l'homme, avec l'universalisme, tenant souvent un double langage et pratiquant un étrange abus de pouvoir et abus d'autorité, sont à mon avis la première cause de la remontée de l'antisémitisme, qui est en réalité l'antijudaïsme. Voilà. Donc cette couverture avait pour but déjà d'intéresser parce qu'il en a pressenti toutes les dérives que nous voyons et que nous constatons actuellement. Donc nous sommes là aussi face à ce qu'on appelle un honnête homme et un intellectuel qui, effectivement, étant d'origine juive, se pose les questions que lui pose son origine communautaire, mais il répond à chaque fois de la façon la plus honnête possible, en fonction des critères, je dirais, de l'universalisme et de l'humanisme qui sont effectivement les valeurs partagées par les Européens, les Occidentaux. Donc nous sommes toujours dans le positionnement, la réflexion d'un honnête homme et pas dans un acte militant, un acte tribal, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Voilà. Durant la seconde moitié du XXe siècle, ce livre a été surtout réédité par des maisons d'édition assez marginales, classées la plupart du temps à l'extrême droite. Y a-t-il dans votre démarche l'idée de faire sortir ce livre du ghetto ? Déjà, c'est à moi de poser cette question. Comment se fait-il qu'un ouvrage écrit par un intellectuel juif
très reconnu dans sa communauté, puisqu'il y a des cercles Bernard Lazare, notamment un à Paris, et qu'il est considéré comme un grand intellectuel juif de la fin du 19e siècle. Hein. Il est mort très jeune, hein, je crois qu'il est mort à 36-37 ans, donc c'est un type très brillant, voilà, une grande figure. Comment cet intellectuel juif qui a écrit un livre tellement important qui s'appelle L'antisémitisme, son histoire et ses causes, et qui se pose la question de la récurrence et de la permanence de l'anti-judaïsme, puisque l'antisémitisme est un mot mal choisi volontairement d'ailleurs, qui d'ailleurs a fait florès à l'époque où il a sorti son livre, et qui est une réponse d'ailleurs au mensonge de ce mot partiellement. Comment se fait-il effectivement que les Juifs aient toujours rencontré des problèmes partout où ils ont été depuis la nuit des temps, quels que soient les autres peuples auxquels ils sont confrontés, que ce soit les Romains, les Égyptiens, que ce soit des laïcs, des religieux, etc., etc. Donc c'est un livre très très important, très très profond. Donc comment se fait-il que ce livre ne soit jamais édité par les maisons d'édition normales, sachant notamment le poids que pèse la communauté du livre dans le monde de l'édition? C'est cette question qu'il faut poser. Il est absolument anormal que finalement qu'il n'y ait que des éditeurs marginaux pour rééditer ce livre, qui devrait être normalement chez Grasset ou chez Gallimard, l'anti-judaïsme, mais ne se la pose pas du point de vue judéo-centré, mais du point de vue universaliste en recourant aux outils que sont l'histoire, la logique, la sociologie, la morale, etc. Ce qui fait que le livre est très profond, très intéressant. Donc nous sommes face à ce qu'on appelle le travail d'un intellectuel et d'un honnête homme, hein, ce qui est devenu de plus en plus rare aujourd'hui. Donc un intellectuel et un honnête homme qui réfléchit sur la question juive en étant lui-même d'origine juive. Voilà, donc ça rend le livre très intéressant. Après dire qu'il a été Dreyfusard de la première heure, c'est vrai qu'il a été un des défenseurs dès la première heure de Dreyfus, mais comme Charles Péguy, parce qu'il il y sentait une injustice et une manipulation de son point de vue qu'un capitaine français soit accusé d'espionnage à cause de ses origines. Voilà, donc c'était son point de vue, c'était celui de beaucoup d'intellectuels à l'époque, hein, Zola, surtout Péguy. On sait aujourd'hui que la question est beaucoup plus complexe et qu'il y a eu des instrumentalisations dans tous les sens. J'ai écrit là-dessus d'ailleurs pas mal de petites précisions dans mon dernier livre, Comprendre l'Empire. Après, sur son sionisme, il a été très tôt sioniste, sur la même ligne que Herzl, parce qu'il pensait sans doute qu'une des solutions à la question de l'antisémitisme et de l'antijudaïsme multiséculaire était finalement soit l'assimilation, c'est-à-dire que le juif français devienne français à part entière, hein, soit le nationalisme juif, c'est-à-dire que le juif soit aussi un pays, une nation, et plus simplement un peuple au sein des nations, une nation dans la nation. Mais il faut savoir que quand le sionisme, après l'éviction de Herzl, est devenu, parce que Herzl s'est fait évincer dès le deuxième congrès sioniste au profit des religieux rabbiniques russes, dès qu'il a vu qu'en fait c'était un projet néo-biblique, il s'en est éloigné, car c'est-à-dire que dès que il a fallu que Israël soit absolument dans le lieu en Palestine, c'est-à-dire dans la terre promise par Dieu, il a vu que ce n'était plus un projet laïque et nationaliste, mais un projet religieux et on va dire néo-biblique, et il s'en est éloigné le lecteur. C'est que ça parle d'une question actuelle, et le bouquin de Lazare est totalement actuel quand on le lit. Et effectivement, quelqu'un qui se pose la question de la remontée de l'anti-judaïsme aujourd'hui, appelé antisémitisme, pense immédiatement, s'il est honnête, notamment au rôle inexplicable, et en tout cas inexpliqué pour l'instant, d'un Bernard-Henri Lévy, qui a plus de pouvoir qu'un ministre, alors qu'il a été dénoncé des dizaines de fois comme faussaire, crétin, manipulateur, etc. Et effectivement, nous avons hérité un livre qui est d'une actualité brûlante, et la couverture elle-même précise bien en quoi et pourquoi ce livre est d'une actualité brûlante. Voilà. Et effectivement, il y a dessus Bernard-Henri Lévy, il y a dessus Monsieur Kouchner, il y a dessus Monsieur Adler, il y a dessus Monsieur Attali, il y a dessus Monsieur Strauss-Kahn. Voilà, voilà, ça montre à quel point effectivement cette question du judaïsme et de l'antijudaïsme est présente aujourd'hui au sens le plus littéral et immédiat du terme. Pour finir, quels sont vos projets en tant qu'éditeur ? Alors, mes projets et nos projets en tant qu'éditeur, puisque nous sommes un collectif, hein, c'est effectivement de rééditer des livres introuvables, pas édités, qui sont souvent libres de droit, parce qu'il y a aussi le problème du droit. Donc j'ai quelques idées, mais je ne vais pas les dévoiler parce qu'on pourrait me les piquer. Et puis aussi d'éditer des nouveautés purement et simplement. Et par exemple, là, nous sommes en ce moment sur un projet qui est déjà bien avancé, de coédition avec Dieudonné d'une bande dessinée. Voilà, une bande dessinée scénarisée par moi,
dialogué par Dieudonné et dont les dessins seraient faits par un certain Zéon, pour ceux qui nous suivent, qui a fait notamment l'affiche de mon livre Comprendre l'Empire, l'affiche de promotion. Voilà. Donc, vous voyez que c'est assez éclectique. Contre-Culture est aussi un site internet de vente par correspondance de livres que nous conseillons, c'est-à-dire que nous vendons aussi les livres d'autres maisons d'édition, du moment que nous pouvons aider à leur circulation. C'est-à-dire que c'est aussi un site de conseil de lecture, vous voyez, et de découverte de livres. Alain Soral, bonjour. Vous allez aujourd'hui nous parler de votre nouvelle casquette, celle d'éditeur et directeur de collection pour Contre-Culture. Celle-ci vient de sortir son premier livre, L'antisémitisme, son histoire et ses clauses, ouvrage de Bernard Lazare, qui a été publié pour la première fois en 1894. Pourquoi ce livre en particulier? Alors pourquoi ce livre en particulier? Déjà parce que je l'ai lu dans les années 80 et que j'avais trouvé que c'était un excellent livre et que c'était un livre introuvable, hein. Et j'ai toujours eu l'idée de le rééditer parce que j'estime que sur la question très complexe et dangereuse de ce qu'on appelle l'antisémitisme, en fait, qui est plutôt la question du judaïsme et de l'anti-judaïsme, autant donner la parole à un membre de la communauté intelligent et honnête, qui correspond d'ailleurs aux intellectuels juifs universalistes de la fin du 19e siècle. Et surtout, ce qui a emporté le morceau, c'est que vous savez que comment dirais-je, les droits d'auteur fonctionnent 70 ans après la mort de l'auteur, ce qui veut dire que ce livre était libre de droit, c'est-à-dire que ça ne nous coûtait rien de le rééditer et que personne ne pouvait nous en empêcher. Voilà. Donc voilà deux raisons pour lesquelles nous rééditons ce livre. C'est un excellent livre, il était indisponible et il était libre de droit. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'auteur Bernard Lazare, dreyfusard et militationniste de la première heure? Je crois que vous venez de dire déjà des choses qui nous éclairent sur le personnage. C'est typiquement un intellectuel français, on va dire d'origine juive, plutôt que d'ailleurs que de confession juive, d'origine juive, qui appartient à ces intellectuels juifs, on va dire, assimilés et universalistes, et qui, en tant que individu cultivé d'origine juive, se pose la question de l'antisémitisme et de